Bonjour Claude Penèze. Bonjour. Vous êtes l'auteur du roman médiéval Le moine et le lépreux. Mais avant de parler de ce livre, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Qui êtes-vous, Claude Penèze? Qui suis-je? C'est difficile de répondre à une telle question. On dit qu'il ne faut jamais parler de soi-même si l'on veut intéresser son auditoire. Par contre, je préférerais nettement vous dire ce que je ne suis pas. Pendant des années, j'ai travaillé dans la communication, dans l'ombre, sans jamais me mettre en avant. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des textes pour des sociétés qui m'employaient, ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui n'est pas issu du sérail de l'écriture. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la plume pour vous-même? Un enchaînement d'événements assez étranges. Tout gamin, je faisais des rêves poignants de vérité. J'étais aussi somnambule. J'ai toujours eu une vie onirique importante qui s'est estompée avec le temps. Mais lorsque l'heure de la retraite a sonné, des rêves étranges sont apparus. C'étaient toujours les mêmes personnages qui revenaient, nuit après nuit. C'est un phénomène qui surprendrait beaucoup de monde, et ce fut mon cas. Beaucoup de gens se souviennent de leurs rêves. En quoi cela était-il si exceptionnel? Ces rêves avaient une particularité. Je n'étais pas l'acteur de ces rêves, j'en étais le spectateur. Toute ma vie j'ai rêvé, c'était mes rêves. J'étais en action, comme tout le monde. Des actions souvent étranges, quelquefois horribles. Combien de fois suis-je tombé d'une haute tour? Je ne les ai pas comptés. Non, les rêves que je faisais alors n'étaient pas mes rêves. Je voyais des personnages, des actions, une époque. Ceux que je voyais ne percevaient même pas ma présence. Un peu comme un film en 3 dimensions à l'intérieur duquel j'assistais à leur vie, à leurs événements. C'était très déroutant. Dites-nous en plus, que se passait-il dans vos rêves? L'époque d'abord, féodale. Ensuite, j'ai pu les situer au XIIe siècle. Des campements militaires, des hommes qui s'entraînent au combat, des chevaux, beaucoup de chevaux, des gueux, des mendiants. Les temps sont durs, il fait froid, il fait faim. Les lieux ensuite, la Picardie, un petit village près de Corbie, une famille très unie vivant dans une petite maison de Torchy, une vache, et un jeune garçon très vivace d'esprit et doté de facultés spéciales. Malheureusement, il va tomber malade. À peine adolescent, il contractera la lèpre, cette maladie médiévale horrible. Il sera jeté à demi nu hors de son village, envoyé dans une léproserie proche de Paris. Le voyage sera très long. Affamé, crotté, il sera agressé par des coureurs des bois. Laissé pour mort, il sera recueilli par des religieux sur le bord d'un chemin et emmené vers l'enclos Saint-Lazare de Paris. Il ne respire plus. Celui-ci est encore vivant. Il est encore vivant. Donne-lui à boire, va chercher à boire. Allez, en 7.
Accroche-toi, mon gars. Un moine se chargera de lui et va le soigner. Une femme de haut rang viendra se faire emmurer comme recluse dans l'église des lépreux. Vous savez, lorsque le même rêve revient toutes les nuits, souvent comme un feuilleton dans le désordre, ça marque. Et c'est alors que l'idée d'écrire le roman vous est venue? Je n'ai pas eu l'idée d'écrire quoi que ce soit. J'ai pris des notes, bien sûr, mais c'était pour moi, pour ne rien perdre du fil et essayer de comprendre. Les rêves paraissaient tellement vrais que j'ai eu envie de vérifier. Comme si quelque part cette histoire avait pu exister, qu'elle avait laissé des traces et que je veuille la retrouver. Au fond de moi, une certitude était née, mon jeune personnage avait bien existé. Pendant 8 mois, je me suis transformé en rat de bibliothèque. C'était facile. J'habitais Paris, j'avais toutes les bibliothèques historiques de Paris à ma disposition. J'ai cherché et j'ai trouvé. Et qu'avez-vous retrouvé? Je n'avais que peu de choses pour commencer mes recherches. Pourtant, j'ai assez vite retrouvé la léproserie de l'enclos Saint-Lazare de Paris. J'ai retrouvé les écrits de l'époque, donnant les noms des membres du chapitre, parmi lesquels j'ai retrouvé mon jeune Picard. J'ai retrouvé la recluse, qui s'était faite emmurer. Ces découvertes m'ont ému, et c'est alors que j'ai eu envie d'écrire. Et la seule façon d'y intéresser un grand nombre de personnes, c'était d'en faire un roman. Ce n'est pas un peu simple comme schéma? Vous faites des rêves, vous cherchez et vous accommodez une histoire qui vous traverse l'esprit. Vous avez raison, ça peut paraître simple. Le problème, c'est que chaque nouvel épisode onirique intervenait toujours avant que, par hasard, j'en retrouvais quelques jours plus tard les preuves de l'existence. J'avais la période, j'avais mes rêves, j'avais l'histoire de France, j'avais les personnages, et j'ai commencé à écrire. Et vous savez comment cette histoire allait finir? C'est bien ça le comble. Je ne me suis jamais adonné à la littérature de toute ma vie. J'ignorais même qu'il fallait se faire un synopsis. Un plan précis, une trame que l'auteur peut ensuite détailler en déployant tout son talent. J'ai commencé à écrire. Au fil des chapitres, mes rêves prenaient forme, placés dans un contexte historique réel. La trame s'est mise en place toute seule. Je devenais un auteur passif, se laissant guider par son inspiration. J'ai toujours été intrigué par ce que les auteurs disent au sujet de l'inspiration. Certains avancent que lorsqu'ils écrivent, ils ne se sentent pas seuls. Ils seraient guidés en quelque sorte, peut-être par leur propre subconscient. Un après-midi, j'ai écrit d'une seule traite un paragraphe complet. Le soir, très fatigué, j'ai éteint mon ordinateur et je me suis couché sans même prendre le temps de relire ma prose. C'est le lendemain que j'ai eu la surprise de ma vie. J'ai relu d'un trait tout le chapitre sans même me souvenir des détails importants que j'avais apportés. C'était comme si je lisais le texte de quelqu'un d'autre. Pourtant, lors de la relecture, un manque de détails m'a surpris. Je faisais la description de 2 chevaliers du Temple, sans prendre la peine de détailler la croix rouge qu'ils arboraient au côté gauche de leurs vêtements. J'entrepris donc de rectifier mon oubli et de modifier le texte en conséquence avant de retourner l'après-midi même à la Bibliothèque historique de Paris pour y poursuivre mes recherches.
C'est seulement dans l'après-midi que je découvris que les Templiers n'avaient pas toujours arboré cette croix rouge et qu'à la date où la scène se déroulait, ils n'en portaient pas. Troublant, en effet. Si vous deviez donner un conseil à vos lecteurs, que leur diriez-vous? Je me contenterai de leur suggérer ceci. Lisez ce roman comme vous le faites lorsque vous en lisez un autre. Gardez seulement à l'esprit que les personnages ont existé et que la trame historique est réelle. Depuis que l'écriture de ce livre est achevée, je ne fais plus ce type de rêve. Mes nuits ressemblent à celles que j'avais précédemment. Je devais donc l'écrire. Lisez-le. Et à vous de vous faire une opinion. Merci, Claude Penez. Mais je vous en prie, merci à vous.